Attention, cette vidéo contient des spoilers de Kid Icarus Surprising et Fire Emblem Awakening. Certes, c'est peut-être superflu de mettre cet avertissement sur des jeux qui ont plus de 10 ans d'existence maintenant, mais je préfère faire ainsi. Oh, et des spoilers de Super Mario Land également. Si c'est grave de spoiler Super Mario Land. Vous l'attendiez celle-là, avouez. Le 12 juin 2018. Date où Super Smash Bros Ultimate a enfin été révélé officiellement après sa confirmation 3 mois avant cela. Un an après, pour célébrer le premier anniversaire de Everyone is Here, un gars qui venait à peine d'apprendre à se servir d'un logiciel de montage décide de créer sa propre série de vidéos YouTube. Mais suite à beaucoup de problèmes que je ne développerai pas ici, c'était très difficile de créer un flow de vidéos consistante. Bon, c'est pas une grande perte non plus parce que je n'ai pas un public énorme, mais ça me faisait quand même mal au cœur. Mais désormais, je n'ai plus ces obligations-là. J'en ai d'autres, mais j'ai désormais plus de temps à consacrer à cette chaîne YouTube. Et je le dis haut et fort, ça y est, on a enfin atteint l'épisode 5 de Super Smash Bros Delirium. Et pour l'occasion, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. On ne va pas créer un moveset inédit, mais on va créer des alternatives de gameplay inédites à des personnages déjà présents dans Smash. Aujourd'hui, parlons des combattants Echo. Comme beaucoup de jeux de combat, Super Smash Bros n'a jamais été étranger à l'idée d'avoir des combattants qui en copient d'autres. S'il y a parfois des ratés avec certains clones qui auraient gagné à être plus différents, il n'y a pas de problème en soi avec la pratique. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais vraiment gêné. Au pire, ça m'a juste laissé indifférent. Mais le reste de la fanbase ne l'entendait pas de cette oreille au départ. Car avec Super Smash Bros 4, les fans ont pété un câble sur la présence de Lucina et Pit Maléfique parmi les combattants du jeu, comme quoi ils étaient inutiles, ou encore qu'ils volaient leur place à des personnages bien plus méritants. Vous savez, le genre de râleries qui n'ont lieu que parce que les gens veulent exprimer leur frustration parce que leur personnage préféré n'est pas présent. Et surtout, qui sont complètement à côté de la plaque. Déjà, la deuxième critique a été prouvée comme fausse. Sakurai a confirmé que les rosters sont établis avant de commencer le travail et les deux concernés ne devaient être que des costumes alternatifs de combattants déjà présents. La seule raison qui fait qu'ils ont été promus, c'est parce que les animations des combattants originaux ne collaient pas sur eux complètement. Encore mieux, si l'équipe de Smash avait eu le temps, ils en auraient même ajouté un troisième. Qui donc Alf de Pikmin 3. Bon, ok, seul moi et mes confrères fans de Pikmin avons le droit de nous plaindre. Pour résumer, non, ils n'ont pris la place de personne. Bon, quant à la première critique, depuis quand c'est un problème de rajouter des trucs? Plus il y a, plus on rit, non? Je veux dire, c'est pas ce que les gens reprochent à ce que fait Nintendo actuellement avec certains de ses jeux, le fait qu'il n'y ait pas assez de contenu. Pourquoi râler sur du bonus comme ça? Ah mais non, j'oubliais. À l'époque, on les accusait d'être fainéants de faire ça. Parce que oui, se rajouter du travail supplémentaire, c'est de la fainéantise, hein. Si les bonus apportés au cours du jeu ne correspondent pas exactement à ce que je veux voir, eh ben c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Bref, passons. C'était une débâcle débile. Débâcle qui a mené à la création du terme combattant Echo pour désigner les clones. En tout cas, les clones aux changements plus minimes. Et la fanbase a accueilli ça à bras ouverts comme si c'était la meilleure chose du monde, allant jusqu'à faire des tops de personnages qui pourraient servir de bons combattants Echo. J'abandonne. Mais cela m'a fait me poser une question. Qu'est-ce que ça aurait pu donner s'ils étaient plus uniques? Après tout, le concept de semi-clone existe aussi. Et ce n'est pas parce que tu imites quelque chose que tu ne peux pas être unique en même temps. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question pour 3 des 7 combattants Echo présents dans Super Smash Bros Ultimate. Pour ainsi les retravailler et faire d'eux des combattants plus uniques. Pourquoi je ne parle pas des 4 restants aujourd'hui? Tout simplement parce que je ne les connais pas assez. Actuellement, il n'y a que Chrome pour qui j'ai déjà trouvé des alternatives. Les autres, je dois absolument faire plus de recherches sur leur jeu d'origine afin de trouver les bonnes solutions. Mais promis, un futur épisode de Super Smash Bros Delirium sera consacré à eux. Bien. Sur ce, commençons sans plus tarder. Here it is, the mirror of truth. Pit, you have to destroy that mirror. Huh? What the?
Hey, Let's get right to introductions. This here is Dark Pit. He'll be your escort out of this life. speak for yourself. Pete Maléfique, ou Type pour les intimes. Et pour le fainéant que je suis qui ne veut pas répéter Pete Maléfique à tout va. Double du protagoniste de la série Kid Icarus, il est censé être l'incarnation de ses pires défauts en exacerbé. Mais Pete est tellement plus héroïque qu'il n'a pas de vrais gros défauts. Résultat, Type n'est que compétitif et très rebelle. Et ça s'arrête là. Ah, les edgelords de nos jours. Après, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Doué au combat et borné, Type n'a pas arrêté de se mettre au travers du chemin de Pete pour lui prouver qu'il est meilleur que l'original. Sans grand succès malheureusement. Après, son côté borné fait qu'il n'a aucune vraie allégeance, ce qui fait qu'il peut toujours être un ennemi ou un allié potentiel, car sa seule motivation, c'est d'un jour vaincre Pete. Et c'est ainsi que le double s'est retrouvé sur le champ de bataille de Super Smash Bros. Étant littéralement un clone d'un autre personnage, c'est donc normal que son moveset est aussi un décalque de celui de Pete. Mais il a plusieurs attaques à sa disposition que j'aimerais changer. Enfin, pas que, mais commençons avec ses attaques normales. Étant plus agressif et fonceur, je l'imagine bien avoir certaines attaques normales complètement différentes de celles de Pete. Ces nouvelles attaques ayant donc justement une personnalité plus agressive. Ainsi, il y a 3 attaques normales que j'aimerais changer chez lui. Pour sa nouvelle attaque puissante côté, il fait pointer l'épée qu'il tient normalement en la pointant vers le bas, vers le haut, et donne un coup en croix avec les 2 épées en même temps. Et pour sa nouvelle attaque puissante bas, il plante l'épée généralement pointée vers le bas, fort dans le sol devant lui. Enfin, la dernière attaque est son attaque aérienne arrière. À première vue, elle reste la même que d'habitude, Pete Maléfique plantant avec ses 2 épées les adversaires qui se trouveraient derrière lui. Sauf qu'ici, les lames sont croisées. Pourquoi ? Parce qu'en réappuyant sur A après avoir porté le premier coup, Pete Maléfique peut exécuter une deuxième attaque où il donne un coup en arc avec les 2 épées en même temps, plus agressive et défensive en même temps. Passons à ses attaques spéciales maintenant. Elles restent inchangées, à l'exception d'une seule, l'attaque spéciale bas. Pourquoi elle spécifiquement ? Pour 2 raisons. Premièrement, c'est la seule arme que Pete Maléfique a en commun avec Pete normal. Résultat, c'est la seule qui fonctionne exactement de la même manière. Et justement, l'arme en question, les satellites gardiens, me paraissent moins thématiquement appropriés pour Type. Un peu trop défensif pour un personnage aussi fonceur que lui. Mais donc, par quoi je vais la remplacer ? Eh ben, j'ai 2 options à vous proposer. Une option un peu plus dans les clous, et une autre un peu plus non conventionnelle, mais que j'aime assez bien. Pour la première option, celle dans les clous. Celle-là, je l'admets, elle ne vient pas totalement de moi. Elle a été inspirée par une de mes inspirations YouTube, Delzetine. Plus précisément, ça vient de sa série de vidéos où il réimagine les attaques customisables de Super Smash Bros 4. Et l'idée en question, c'est de changer le type de satellite que Type utilise. Plus précisément, pour les satellites artilleurs. Cette attaque-ci ne fonctionne pas comme un réflecteur, mais comme un contre. Type se met en position et brandit ses 2 satellites. Et quand il se prend en attaque dans cette posture, le coup est annulé, et Type réplique avec 2 coups de canon simultanés à bout portant à sa droite et sa gauche. Ce contre est assez similaire à celui de Corrin. Il a plus un effet de zone qui protège Type tout autour de lui. Cela dit, la projection de l'attaque est bien plus forte au niveau des canons. De plus, les adversaires contrés sont projetés sur des trajectoires plus latérales. Parlons maintenant de ma deuxième option d'une nouvelle attaque spéciale bas. Celle-là par contre, elle est complètement de moi. Pour celle-ci, au lieu d'utiliser un satellite, Type utilise un type d'arme de Kid Icarus Surprising pas encore présent dans Smash. Une paume, plus précisément la paume violette, une arme qu'il a utilisée canoniquement de son plein gré. Prenant la forme d'un tatouage sur le bras du personnage, la paume libère son porteur du poids d'une arme classique et lui permet de se déplacer plus vite. En contrepartie, elle n'a pas beaucoup de portée. Et pour ici, j'ai décidé d'adapter tout cela en un Command Grab. Pour cette attaque spéciale, Type brandit son bras droit orné d'une paume devant lui, créant un amas d'énergie lumineuse au passage. Si un adversaire est touché par cet amas lumineux, il est saisi par Type. Et là, l'ange noir pilonne l'adversaire saisi de tir de sa paume. Enfin ça, c'est une version qui n'a lieu que quand il est sur Terre. S'il saisit un adversaire avec ce Command Grab en l'air, alors Type se laissera tomber en chute libre avec l'adversaire saisi, infligeant de gros dégâts s'il touche le sol, ou alors faisant perdre une vie à tous les 2 si c'est en dehors du stage. Téméraire, mais pas moins approprié. Enfin vient le dernier détail dont j'aimerais parler, le Final Smash, le bâton maléfique. L'arme est à l'effigie du personnage, donc c'est approprié. Elle est efficace, donc pourquoi pas. Non, mon vrai problème avec ce Final Smash, c'est juste la présentation. Et pour ça, il y a 2 choses que j'aimerais changer.
D'abord, l'animation de type quand on le voit sortir son bâton de nulle part. J'aimerais qu'elle soit plus calquée sur l'animation de Victoire où Pete fait tourner son bâton maléfique. Je trouve ça plus stimulant visuellement que de juste sortir son bâton comme ça. Et de l'autre, je voudrais que le zoom sur le combattant pris au piège dure plus longtemps. Ou tout du moins seulement faire ça dans un match en solo. Parce que tel quel, le zoom est beaucoup trop bref et n'a pas l'impact qu'il devrait avoir. Et voilà, on en a fini avec Pipe Maléfique. Passons au combattant écho suivant. I'm about to save your life. From him. I trust this proof will suffice. Wait, you're a woman? And quite the actress, too. Honestly, I'm surprised you didn't figure it out until just now. L'une des 3 protagonistes principales de Fire Emblem Awakening. Lucina, la guerrière venue d'un autre futur. À l'époque où elle a grandi, son père est mort et le monde dans lequel elle vit a été ravagé par un dragon maléfique nommé Grima. Pour sauver le monde, elle et d'autres jeunes personnes de sa génération ont fait un bond dans le passé, avant que Grima ne passe à l'action. Leur but étant de retrouver leurs parents et de s'allier à eux afin d'aller empêcher Grima de détruire le monde. Lucina étant la seule à rejoindre automatiquement les personnages jouables du jeu. Mais avant de se présenter pleinement à son père, Chrome, elle se déguise pour essayer de rentrer en contact avec lui plus aisément. Et pour ce déguisement, elle se travestit en l'ancêtre commun à elle et son père, le roi héros, Marth. Ainsi, vous voyez pourquoi Lucina a été aisément convertie en un combattant écho de Marth. Mais n'oublions pas que ici, on est là pour rendre Lucina plus unique. Alors question, comment on va faire ? Une des rares critiques avec lesquelles je suis d'accord concernant les épisodes dans Super Smash Bros, c'est que c'est difficile de leur donner des animations absolument différentes les uns des autres. La plupart ayant des morphologies similaires, il y a donc un nombre limité de méthodes pour attaquer avec une épée. Forcément, il y aura des ressemblances. Cela dit, je pense que je peux me permettre de changer assez profondément certaines de ces attaques aériennes. Plus précisément, je parle de 2 de ces attaques aériennes. Pour son attaque aérienne avant, je propose que Lucina attaque en donnant 2 coups d'épée vers l'avant, comme Link Cartoon fait. Et il en va de même pour l'autre attaque que j'ai décidé de changer, l'attaque aérienne bas. Au lieu de donner un seul coup d'épée, elle en donne 2. Et celle le deuxième coup peut infliger un effet météore comme l'attaque originelle le fait. Sur les attaques spéciales, par contre, on est à l'opposé de ce que j'ai fait avec Pete Maléfique. Une seule attaque originelle de Lucina reste telle quelle, l'attaque spéciale côté. Toutes les autres sont inédites. Pour la nouvelle attaque spéciale neutre que j'ai décidé de lui donner, j'ai décidé de prendre les propriétés destructrices de bouclier de Berce Bouclier et de les amener vers une autre direction en utilisant Luna, aussi connu en français sous le nom de Lunaire. Dans les jeux Fire Emblem, Lunaire est ce qu'on appelle une technique. Les techniques offrent des effets supplémentaires aux attaques des personnages, mais qui sont complètement aléatoires. C'est-à-dire qu'elles peuvent affecter n'importe quelle attaque du personnage, mais elles s'activent au hasard. L'effet de Luna, c'est qu'elle dévise la stat de défense de l'adversaire par 2. Nous avons là un parfait équivalent à Perce Bouclier. Mais donc, comment ai-je adapté cela ? Avec Lunaire, Lucina donnerait un coup d'épée en forme de croissant devant elle. Compris en forme de croissant, parce que Lunaire, croissant de lune. Mais comme les attaques spéciales neutres physiques des autres personnages de Fire Emblem présents dans Smash, cette attaque est chargeable. En maintenant B enfoncé, le joueur pourra augmenter la force de frappe et de projection de Lunaire. Mais jusque là, ça reste classique. Cela dit, l'attaque se démarque de 2 manières. Déjà, comme je l'ai fait remarquer, elle a une forme de hitbox en forme de croissant qui est très différente des autres attaques spéciales neutres de Fire Emblem qu'on a eues jusqu'à présent. Mais surtout, il faut parler de l'effet secondaire qui fait l'identité de Lunaire. Cette nouvelle attaque spéciale garde quand même l'aspect très bon pour détruire les boucliers que Perce Bouclier avait, mais elle l'amène d'une manière totalement unique et originale. Peu importe le niveau de charge de Lunaire, si l'attaque frappe le bouclier déployé d'un combattant, la taille du bouclier sera automatiquement réduite à sa moitié. Attention par contre, il y a un détail très important à comprendre. Quand je dis réduit à sa moitié, je ne veux pas dire que le bouclier est réduit à la moitié de la taille qu'il avait au moment où il a été frappé. Plutôt, il sera automatiquement réduit à la moitié de sa taille maximale. Bon, je vais illustrer ça avec des formules mathématiques pour que ce soit plus clair. Ce n'est pas une division, mais une soustraction. Au lieu de diviser la taille du bouclier frappé par 2,
Lunaire prend la moitié de la taille maximale du bouclier en repère. Et si la taille du bouclier au moment où il est frappé est supérieure à cela, sa taille sera automatiquement réduite sur ce repère. En revanche, si la taille du bouclier est inférieure au moment où l'attaque frappe, il ne se passera rien. Ça fonctionne juste comme n'importe quelle attaque face à un bouclier. Maintenant, pourquoi j'ai fait le choix de Lunaire comme nouvelle attaque spéciale neutre pour Lucina? C'est pour plusieurs raisons. Lunaire est une technique iconique de Fire Emblem. Elle ressemble beaucoup au perce bouclier de Marth, mais est suffisamment différent pour donner à Lucina sa propre identité. Mais surtout, non seulement Lucina a cette technique dans Fire Emblem Heroes, mais surtout, les effets de Lunaire sont une des deux composantes d'une autre technique de Fire Emblem qui s'appelle Aether. Une technique qui, dans Awakening, est exclusive à la classe des Lords, classe à laquelle Lucina appartient. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de changement à faire à l'attaque spéciale côté, alors passons à l'attaque spéciale haut directement. Et pour elle, soit j'ai une autre idée d'attaque spéciale complètement inédite, soit j'aimerais faire un changement à celle qu'elle a actuellement. Pour l'idée de la nouvelle attaque spéciale. Tout comme l'attaque spéciale haut de Chrom dans Smash, celle-ci est inspirée d'une des cinématiques de Fire Emblem Awakening. Elle commence avec Lucina qui lance Falchion en l'air. A noter que comme les attaques spéciales haut de Chrom et Ike, l'épée entraîne les adversaires qu'elle touche dans son ascension. Une fois que l'épée a atteint son point culminant, Lucina bondit, rattrape l'épée et achève l'attaque spéciale en donnant un coup d'épée vers le bas. Le coup repoussant dans la même direction les adversaires qui se trouveraient en dessous de Lucina au moment du coup, ou alors ceux qui ont été pris au piège dans l'ascension de Falchion. Bon, j'admets que c'est un gros changement juste parce que j'avais envie de faire un gros changement. De plus, cette idée est similaire à l'attaque spéciale haut de Chrom, qui est, je le rappelle, le père de Lucina. Je trouvais ça approprié que Lucina ait donc sa propre attaque spéciale haut également. Mais si ce n'est pas approprié de faire des changements plus radicaux, j'ai une autre idée. Et comme je l'ai dit, cela consiste à apporter une modification à l'attaque spéciale haut qu'elle a actuellement, afin qu'elle ne soit plus une copie carbone de l'attaque spéciale haut de Marth. La version de Lucina lui fera atteindre une plus grande hauteur, le coup la protégera quand même des adversaires qui essaient de l'attaquer par devant au décollage, mais je conserve l'idée du dernier coup vers le bas. Oui, je tiens à l'idée. En partie parce que je trouve ça approprié qu'un lointain descendant de Marth ait apporté des modifications à certaines de ses techniques actuelles. Enfin, parlant de l'attaque spéciale bas, et j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit il y a de cela quelques mois. Ce moment où j'ai parlé des attaques spéciales de contre des personnages de Fire Emblem dans Smash Bros. Où je disais que bien que je comprenais d'où elles venaient, elles ont fini un petit peu par bloquer le potentiel et la représentation des personnages de Fire Emblem dans Smash Bros. Et où donc je proposais de faire du contre une technique spéciale, faisable en appuyant sur le bouton de bouclier et le bouton B en même temps. De la même manière que Link fait pour recharger sa réserve d'encre, ou comme Steve fait pour ramener son établi vers lui. Dans ma tête, parce que ce sont des techniques super simples, je trouvais que c'était pas si grave. Mais j'admets que cela pose des problèmes vis-à-vis d'une chose, l'équilibrage d'un jeu de combat. J'aime beau être un grand fan de Super Smash Bros, autant je le reconnais, l'équilibrage c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment attiré. En tout cas, l'équilibrage dans un aspect compétitif, à une exception près. Mais dans le cas de Smash Bros, j'admets, c'est surtout l'aspect comment adapter des éléments iconiques des personnages qui y sont présents. C'était ça qui m'intéressait à la base. Mais je dois être honnête avec moi-même, cette mentalité pose un peu problème. Mais c'est un mea culpa que je développerai dans une autre vidéo. Tout ça pour dire, je suis un peu gêné par l'omniprésence des contres dans les personnages de Fire Emblem, et j'aimerais trouver une solution pour permettre à ces personnages de se différencier plus. Mais d'un côté, si ça risque de trop chambouler l'équilibrage, alors ça ne vaut pas la peine de le faire. Mais de l'autre, j'ai quand même des idées nouvelles que j'aimerais partager. Je vais tout de même parler de ces idées, mais encore plus que d'habitude, c'est vraiment dans des cas hypothétiques. À prendre avec des pincettes, donc. Bon, assez avec le préambule, quelle est cette nouvelle idée d'attaque spéciale bas ? Eh bien, pour sa nouvelle attaque spéciale bas, Lucina va dégainer un arc à flèche. Voilà pourquoi j'avais dit il y a quelque temps que selon moi, faire de des combattants écho bloquait les potentiels de Lucina et Chrom. Parce que contrairement à Marth et Roy, ils peuvent porter des armes différentes. Et je trouvais que l'attaque spéciale bas était l'occasion parfaite de sortir ces armes de leur poche. En temps normal, l'arme secondaire principale de Lucina est la lance. Cela dit, dans Fire Emblem Awakening, grâce à certains processus, notamment celui de reclassage, il est possible que Lucina puisse avoir un arc à flèche comme deuxième arme. Qui plus est, l'arc à flèche reste quand même une arme très associée à Lucina également. Dans plusieurs de ses apparitions qu'elle peut faire dans des produits dérivés, elle a l'occasion d'attaquer ses ennemis à coups de flèche. Donc c'est pas comme si l'arc sortait de nulle part. Cela dit, vous allez sûrement me demander pourquoi en avoir fait une attaque spéciale bas et pas une attaque spéciale neutre, comme pratiquement toutes les autres attaques spéciales à base d'arc à flèche. La réponse est simple, parce qu'elle ne fonctionne absolument pas comme elle. Ce n'est pas une attaque spéciale de projectiles. C'est une attaque spéciale génératrice d'objets comme les navets de Peach. Pour cette nouvelle attaque spéciale bas, Lucina ne fait que dégainer son arc.
Ou s'il est déjà sorti, elle peut le remettre dans sa poche, faisant de l'arc qu'elle utilise dans le cas présent, l'arc de fer, un objet unique dans l'histoire de Super Smash Bros. Vu que c'est la première fois qu'on a un objet basé sur un arc. Cela dit, l'arc en lui-même fonctionne de la même manière que les arcs des Link. Faut juste échanger les boutons. En appuyant sur A, celui qui tient l'arc peut tirer une simple flèche vers l'avant. Mais en l'exécutant comme une attaque Smash, il est possible de charger le tir et d'augmenter la puissance et la portée de la flèche. Et oui, je dis bien n'importe qui, parce qu'en effet, l'arc de Lucina peut lui échapper des mains. Elle peut le perdre soit après s'être pris une attaque très puissante en pleine poire, soit elle peut le jeter d'elle-même en appuyant sur le bouton A et le bouton de bouclier en même temps. Ce faisant, l'arc devient un objet utilisable par tous. Quelques limites cependant. Il ne peut y avoir qu'un seul arc par Lucina par match. Si l'arc est présent sur le stage mais pas dans les mains de Lucina, refaire une attaque spéciale bas ne changera rien. Si elle veut l'utiliser, elle doit aller le récupérer elle-même. Cela dit, si l'arc est jeté hors des limites de l'écran, il reviendra automatiquement dans la poche de Lucina. Elle pourra donc le ressortir dès qu'elle le souhaite. Enfin, parlons de la dernière attaque à changer. Le Final Smash. Les Final Smash, ce sont généralement des choses qu'on peut changer sans que cela pose trop de problèmes. Et le cas de Lucina est d'autant plus frappant qu'elle est le seul personnage de Fire Emblem dans Smash à ne pas avoir un Final Smash unique. Et ça, personnellement, ça me dérange. J'ai donc décidé de lui donner un Final Smash complètement inédit. Un nouveau Final Smash qui est en quelque sorte une combinaison de celui de Chrome et de Darren, les autres combattants issus de Fire Emblem Awakening. Je l'appelle l'Éther du futur. Le Final Smash débute avec Lucina qui reçoit un petit coup de main d'un autre personnage de Fire Emblem Awakening. Owain, alias Odin. Un des nombreux guerriers venus du futur qui ont accompagné Lucina, et qui plus est, son cousin. Owain apparaît devant Lucina et donne un grand coup d'épée. Tout adversaire touché par le coup est piégé dans le Final Smash. Et bien que je suis sûr que Owain aurait adoré porter le coup de grâce, il laisse Lucina s'en charger d'elle-même. Et ainsi, Lucina achève ses adversaires avec Éther, la même technique que son père. Une fois le Final Smash fini, Lucina se remet en position tandis que Owain quitte le terrain. Maintenant parlons du dernier détail que je voudrais aborder avec Lucina. En référence qu'elle s'est fait passer pour Marth au début de Fire Emblem Awakening, elle a eu droit à une provoque où elle revêt le masque de son déguisement pendant quelques secondes. Je n'aime pas cette exécution. J'aimerais donc la changer de deux manières possibles. La première, si le joueur réappuie sur le bouton de provoque au moment où Lucina a mis le masque devant son visage, l'animation normale s'annule. Autrement dit, elle ne le retire pas aussitôt, et elle porte alors le masque pour le reste du match. Ou alors, une autre option qui me semble quant à elle plus appropriée, donner à Lucina un costume alternatif où elle a son déguisement de Marth. Je dis 1, mais au fond ça pourrait être moitié-moitié. 4 Lucina en habit normal, 4 en déguisement. N'importe quelle option ferait l'affaire. Et voilà, 2 combattants éco terminés. Passons au troisième et dernier de cette vidéo. La princesse du royaume de Sarasaland est la première des combattants éco introduits dans Ultimate. Daisy! Elle a l'un des parcours les plus bizarres qu'on ait jamais vu dans l'univers de Mario. Son jeu d'origine, Super Mario Land, a été assemblé vite fait pour être l'un des jeux de départ de la Game Boy. Bien qu'atypique sur bien des aspects, Daisy au départ n'était vraiment pas l'élément le plus mémorable. Elle faisait vraiment substitut de dernière minute de Peach. Cela dit, en 2001 est sorti Mario Tennis, le premier opus de la série éponyme de Kaamelott. Et parmi les personnages les plus surprenants du jeu, on retrouve Daisy. Officiellement, Kaamelott l'a fait sortir de l'obscurité pour avoir plus de personnages au physique humain. Et ils ont bien fait car depuis, Daisy revient régulièrement dans les spin-offs des jeux Mario. Pour ne pas dire qu'elle revient systématiquement. Et avec cette nouvelle récurrence, la personnalité de Daisy a complètement changé, devenant un personnage bien plus énergique et déterminé, voire un peu garçon manqué sur les bords. Ça et sa relation avec Luigi qui devient un équivalent de la relation à Mario et à Peach assez mignon, même s'il est loin d'être aussi mis en avant. Bien qu'elle soit suffisamment populaire pour que les fans de l'univers de Mario réclament à ce qu'on la voit plus dans la série principale, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'ici malheureusement, l'idée de la voir jouable dans Smash était accueillie avec plus de circonspection. Parce que justement, à ce jour, elle reste trop cantonnée au spin-off des jeux Mario, victime d'un dédain similaire bien que loin d'être aussi fort que ce que subit Waluigi. Pour ma part, je ne fais pas partie de ces sceptiques, j'essaie toujours d'accueillir tout le monde à bras ouverts, même si moi-même parfois je n'arrive pas à faire cela. Mais il faut quand même reconnaître que si c'était pas grâce au label des combattants éco, il est vrai que Daisy n'aurait probablement jamais rejoint Smash à l'heure qu'il est. Mais enfin, maintenant qu'elle est jouable pour de bon, ça ne sert plus à rien de tergiverser là-dessus. Donc posons-nous la question pour la dernière fois dans cette vidéo,
Qu'est-ce que je vais changer chez elle? Pour ici, ça va être des changements qui collent à la personnalité plus énergique de Daisy, des références plus directement liées à elle, voire des changements liés à des choses que Daisy n'a pas, au contraire. Vous allez comprendre. Pour commencer, l'attaque smash avant, plus précisément la variante où elle utilise une poêle à frire. À la place de cet objet, Daisy va utiliser un nouveau qu'elle n'a jamais utilisé en tant que tel, mais qui est un ajout récent au personnage. Un bâton de Majorette, inspiré par Mario Golf Super Rush où pas mal des techniques spéciales de Daisy sont justement inspirées de la pratique. En soit, le bâton envoie voler les adversaires dans le même angle que la poêle à frire. C'est juste que le coup inflige moins de dégâts. Par contre, il a gagné une nouvelle fonctionnalité. Inspiré par les attaques smash avant de Link normal et Link enfant, en appuyant sur A une deuxième fois pendant qu'elle fait cette attaque, Daisy fait tourner le bâton et donne un deuxième coup. Deuxième coup qui, enchaîné au premier, offre à l'attaque une bien plus grande force de projection. J'aimerais proposer également une nouvelle attaque aérienne. Une nouvelle attaque aérienne avant. Enfin, nouvelle, c'est relatif. C'est toujours une attaque basée sur un coup de couronne. Sauf qu'ici, au lieu de donner un coup en arc de haut en bas avec la couronne, elle donne un deuxième coup avec la couronne, celui-ci latéral. Enfin, un dernier changement que j'aimerais apporter à une attaque normale, c'est l'attaque aérienne bas. Je veux la faire fonctionner différemment pour Daisy. Si elle arrive à enchaîner les multiples coups de pied d'un seul coup sur un même adversaire, l'attaque aura un effet météore. Avec les lancers, il est temps d'aborder un des sujets les plus intéressants de ce redesign, les références à Super Mario Land. Sans rancune pour le Toad bleu qui assiste Daisy pour ses lancers et son attaque spéciale neutre, j'ai besoin de le remplacer afin de rendre Daisy plus unique. Et en ce but, Daisy va désormais être accompagnée par certains de ses sujets du royaume de Sarasaland. Inactifs depuis des décennies, il est temps pour eux de reprendre un peu de service. Et je ne connais pas de meilleur endroit que le terrain de Super Smash Bros pour ce faire. Pour ses lancers, Daisy va désormais être accompagnée d'un ennemi nommé le Pion-Pi, un être inspiré d'une sorte de mort-vivant du folklore chinois nommé le Huang-Chi. Et bien que le changement reste principalement visuel, il y a quelques petites différences. Comme le taux normal, le Pion-Pi inflige des petits coups en donnant des coups de poing dans le ventre de l'adversaire saisi. Parmi les lancers, le seul qui ne change pas est le lancer arrière. Pour le lancer avant, le Pion-Pi bondit vers l'adversaire saisi et lui donne un coup de pied au menton. L'angle de projection de l'attaque est plus vertical que d'habitude. Pour le lancer haut, il frappe avec les deux poings pointés vers le haut. Et pour le lancer bas, le Pion-Pi saute sur l'adversaire et l'écrase. Passons maintenant aux attaques spéciales, et comme avec Lucina, la seule que je ne vais pas changer, c'est l'attaque spéciale côté, malgré l'irrespect que je lui ai démontré par le passé. Enfin bref, allons à l'essentiel. L'attaque spéciale neutre de Daisy restera un contre. Sauf qu'encore une fois, le Toad à l'origine de l'attaque est ici remplacé par une créature de Super Mario Land. J'ai nommé le Gao. Une créature en forme de sphinx qui apparaît dans les 3 premiers niveaux du jeu et qui crache des boules de feu. L'attaque n'a pratiquement pas changé par rapport à l'original. Daisy se met en garde, protégé par un Gao, et il riposte en crachant du feu sur l'adversaire. La principale différence étant justement le fait qu'il crache du feu, avec les propriétés qui en découlent. Pour sa nouvelle attaque spéciale eau, on va remplacer le parapluie que Daisy utilise par un autre outil qu'elle a utilisé pour planer par le passé. Un deltaplane, plus précisément l'aile fleurie de Mario Kart 7, mais avec le design de Mario Kart 8. Pour cette nouvelle attaque spéciale eau, Daisy décolle du sol d'un coup et déploie l'aile fleurie au-dessus d'elle comme le parasol. Déjà rien qu'avec le saut, c'est quelque peu différent. Contrairement à l'original qui inflige des attaques tout du long, celle-ci n'en afflige qu'à 2 moments précis. Au décollage et au moment où Daisy déploie l'aile fleurie au-dessus d'elle. En contrepartie, le saut est plus rapide. Cela dit, ce n'est pas la seule différence avec le parasol. L'aile fleurie fonctionne moins comme le parasol Peach que comme une version moins exagérée de l'élytre de Steve. Si Daisy reste immobile, la vitesse de chute sera aussi ralentie que le parasol Peach. Mais en la faisant se déplacer vers la droite ou vers la gauche, elle chutera comme une pierre. Enfin, c'est pas comme si elle tombait d'un coup d'un seul, mais tout ça pour dire, la vitesse de chute sera grandement accélérée. Cependant, une fois par utilisation de l'attaque spéciale, Daisy peut rapidement gagner de la hauteur si le joueur incline rapidement le joystick vers le haut pendant la chute, la hauteur qu'elle reprendra étant proportionnelle à la vitesse de chute avant ça. Pour sa nouvelle attaque spéciale bas, comme d'habitude avec les différences que j'apporte entre Peach et Daisy, elle sera similaire à celle de Peach dans la base, mais différente en exécution. Et pour celle-ci, Daisy va accueillir non pas des légumes, mais des fleurs. Ou plus précisément, les pétales d'une fleur. Mais pas n'importe quelle fleur, la super fleur. Cet objet est le bonus principal de Super Mario Land. Au lieu de donner à Mario la capacité de balancer des boules de feu, il lance au contraire des balles en caoutchouc. Tout aussi létales, ces balles ont la particularité de ramasser les pièces qu'elles touchent, mais surtout, elles rebondissent comme des folles. Et c'est sur cet objet que l'on va se baser.
En lançant l'attaque spéciale bas, une super fleur apparaît au pied de Daisy. Dès lors, Daisy cueille, pour ne pas dire arrache, l'un des 8 pétales qui ornent la fleur. Le pétale se transforme en super balle. Une fois lancée, elle fonctionne d'une manière assez similaire aux boules de feu de Mario. L'effet principal à première vue, c'est qu'elle n'a pas d'effet de feu et qu'elle arrête de rebondir après avoir touché le sol 3 fois dans un lancer. Mais au lieu de disparaître comme la boule de feu, la super balle reste sur le stage et peut être ramassée par n'importe qui, et être utilisée à leur avantage. Cela dit, ce n'est pas tout, car fidèle à elle-même dans Super Mario Land, les super balles rebondissent énormément sur les murs et les plafonds. Donc à défaut de ne pas avoir la puissance aléatoire des navets de Peach, elles sont au moins très versatiles dans leur trajectoire. Cependant, elles ont une grosse faiblesse par rapport aux légumes. Daisy ne peut pas cueillir de super balles indéfiniment. Enfin si, mais il y a une limite. Elle ne peut cueillir que 8 super balles d'affilée. Ce nombre correspondant aux pétales de la super fleur. Cependant, ça ne veut pas dire que la super fleur se limite à 8 pétales. Elle en regagne un toutes les 20 secondes. Et pour permettre aux joueurs de garder le compte, la tête de la super fleur sera posée à côté du portrait de Daisy en bas de l'écran, montrant le nombre de pétales qu'elle a sur le moment. Parlons enfin de la dernière chose à changer, le Final Smash. Le Final Smash de Peach était déjà pas ouf de base, soyons honnêtes. Ça regroupe des choses tangentiellement liées à Peach, mais c'est tout. Mais le pire pour Daisy, c'est que c'est en effet juste un copier-coller. Je me doute qu'une partie du problème vient du fait que le développement de Ultimate a commencé juste après celui de Super Smash Bros 4 et qu'en plus de ça, l'ambition du jeu étant de ramener tout le monde, il y a eu des sacrifices qui ont dû être faits de ci de là. Mais je trouve ça quand même choquant que le Final Smash de Daisy soit juste un copier-coller. Allez hop, ça dégage. Mais quelle est donc ma nouvelle idée de Final Smash alors ? Vous allez aimer. Super Mario Land a 4 mondes, et ces 4 mondes font tous partie du royaume de Sarasaland. L'idée c'est qu'il s'agit d'une monarchie constitutive, et chacun des mondes est sa petite monarchie. Or, qui dit monarchie dit régent, et les régents de ces 4 royaumes sont tous les 4 des boss de Super Mario Land, vu que le méchant du jeu, Tatanga, leur a lavé le cerveau. Et c'est donc leur force que Daisy va emprunter pour ce nouveau Final Smash. Ce dernier est un Final Smash cinématique. Il commence sur Daisy qui monte à bord du Skypop, un avion qui apparaît dans le dernier niveau de Super Mario Land, parce que oui, ce jeu a des séquences de shoot 'em up. À bord de l'aéronef, elle fonce droit devant elle, et si elle touche des adversaires au cours de cette charge, ils sont piégés dans une cinématique. Cinématique au cours de laquelle Daisy et les 4 rois de Sarasaland réunis canardent ensemble les adversaires piégés, les bombardant de super balles, de boules de feu, de pierres et de poulets. Non vraiment, cet ennemi s'appelle Poulet. Et comme d'hab, une fois la cinématique finie, les adversaires se font envoyer voler, tandis que Daisy réatterrit sur le stage, prête à reprendre le combat. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode 5 de Super Smash Bros Delirium. Encore une fois, je parlerai des combattants Echo qui restent quand je me serai assez renseigné sur eux. En attendant, je vais prendre un peu congé de vous. Et joyeux Halloween! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Un commentaire gentil à dire ou une critique constructive à faire, n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!